Noël. Ainsi coule tout doucement ce mois de décembre 1960, le 18e mois de mon temps. Et au fait, en janvier je deviens ADL, au-delà de la durée légale. Donc, riche. Je vais toucher à peu près 5000 francs, anciens, voyons. Soit l'équivalent de 500 francs, nouveaux, voyons, d'aujourd'hui. Passage écrit en 2001, ce qui me dispense de la conversion en euros. Plus besoin de quémander de rallonge auprès de mes chers parents qui se demandent ce que je peux bien faire de pareilles sommes dans ce pays. Et pourtant, il y a peu, un sale type, il y en a quelques-uns, comme partout, a fait griller intentionnellement mon rasoir électrique, et il faut donc que je m'en procure un autre. Heureusement, j'en récupère un d'occasion chez le magasinier, un Philips, bleu et blanc, qui me fera 10 ans d'usage, et traîne encore dans un de mes tiroirs à bricoles. Autre dépense, le réchaud à pétrole, mise en œuvre délicate. Assez souvent, le gicleur est bouché. Parfois, il vous envoie une bonne lampée de pétrole enflammée qui se répand un peu partout. Mais en moyenne, il explose assez rarement. Et les services qu'il rend compensent largement ces petites sautes d'humeur. C'est d'abord le petit Ness, à l'heure de la pause, un vrai luxe. Puis c'est aussi la lessive mensuelle, dans un petit seau galvanisé. Hein? Mensuelle? D'accord, lecteur au nez pincé, j'exagère un peu. En hiver, on attend les 2 mois. Du moins, pour le treillis, pas évident à nettoyer. Certains ont essayé le truc du casque lourd rempli d'essence, mais pour peu qu'un copain s'approche clope au bec, vous m'avez compris. Et puis, source de dépenses incontournable, il y a le foyer, où il serait malséant de ne pas laisser son obole. Ah, le foyer. Aucun troufion ne garderait le moral plus de 15 jours s'il n'existait pas cette bulle d'oxygène, cette parenthèse douillette dans la vie militaire. C'est Carreri qui ouvre la dite parenthèse chaque soir sur le coup de 6 heures, pour ne la refermer que vers 10 heures, couvre-feu oblige. Carreri, comme son nom ne l'indique pas du tout, est un breton chétif et malingre que tout le monde aime et respecte, tant il est brave garçon. Aviculteur dans le civil, il adore son métier au point d'avoir fait le pari insensé d'élever au foyer un poulet né sous X quelque part dans le bled. L'absence de pédigré doit, selon lui, prouver le savoir-faire de l'éleveur. Las, malgré, ou peut-être à cause de, tous les bons soins prodigués, malgré une nourriture parfaitement équilibrée selon les règles de la diététique poulaillère, malgré la gentillesse que lui témoigne tout un chacun, car cette volaille plus sacrée que les oies du Capitole est l'objet d'une adulation réelle, malgré tout cela, donc, le poulet de Carreri refuse obstinément de prendre le moindre centigramme. Mauvais esprit, ou encore mimétisme, courtoisie envers son maigre maître, chagrin d'avoir perdu le caquetage familier de ses compagnons de poulailler. Il y a certes au foyer bien du caquetage aussi, mais le fond, et la forme surtout, en sont un peu rudes pour des oreilles aussi sensibles que celles de cette volaille. N'importe, Carreri est le premier à en rire, conscient que son petit protégé échappera, du moins, à la casserole de Noël. Casserole de Noël, j'en ai parlé sans faire attention, mais c'est vrai qu'on est déjà le 21, et que fatalement, dans 4 jours, Noël en Algérie. À quoi cela peut-il ressembler? Et surtout, quel sens cela peut-il avoir? Depuis que je suis ici, je n'ai pas forcé sur la pratique religieuse. On m'a dit qu'il y avait un aumônier, mais il est à 30 kilomètres d'ici, et je n'ai ni les moyens ni le temps de parcourir la distance. Lui-même est peut-être venu à la compagnie, mais on ne me l'a pas fait savoir. Je me contente donc de m'adresser du mieux que je peux, et directement, à la source de toute tendresse, et je sais bien que même si je le néglige un peu, lui ne me lâchera pas de sitôt, surtout en pareilles circonstances. Il lui arrive assez souvent de se rappeler à mon bon souvenir par un clin d'œil amical. Par exemple, ce matin, j'ai reçu de Berlin, où se trouve ma famille à l'heure actuelle, un colis à l'occasion de Noël. De nombreuses gâteries, parmi lesquelles j'apprécie d'abord les maillots de corps en tissu tribo-électrique envoyés par ma grand-mère. C'est tout récent, ce tissu, ça vient de sortir, mais ma chère grand-mère a beau se réclamer fièrement de son 19e siècle natal, rien de ce qui est moderne ne lui échappe, dès lors qu'il s'agit de la confection de colis de guerre. Elle en a une si longue habitude. Dès 1914, il a fallu faire les paquets pour mon grand-père. Bien peu de temps, hélas, celui-ci étant mort au combat de la Fontenelle en 1915. En 40 ans, il a fallu expédier les colis pendant 5 ans dans les oflags pour les plus malchanceux de ses fils, dans les troupes alliées pour les autres, quand elles pouvaient avoir une adresse. Puis il y eut l'Indochine pour son fils cadet, et pour finir, mes frères et cousins, comme moi-même, en Algérie. Adorable grand-mère. Il n'était pas question que l'un d'entre nous eût la moindre parcelle de plus ou de moins que les autres. Nos mères et tantes avaient beau faire remarquer que nous ne serions guère en mesure de comparer, grand-mère n'en démordait pas. On ne badinait pas avec la justice dans ces moments-là.
Comme la plupart des femmes de son temps, grand-mère avait adopté la robe de deuil dès 1915 et l'a portée jusqu'à son dernier souffle. Je sais bien qu'elle a pleuré souvent, mais toujours sur le sort des autres, jamais sur le sien, et de toute façon jamais publiquement. Ce n'était pas le temps des femmes libérées et autres chiennes de garde. Mais bon sang, la place qu'elles tiennent dans nos cœurs n'est pas près d'être prise. Dans mon colis de Noël, outre les maillots tribaux électriques, il y avait toutes sortes de gâteries, et le petit clin d'œil dont je parlais tout à l'heure, une toute petite crèche en matière plastique. Elle me remplit de nostalgie et de plaisir, et je la place illico sur le coin de ma table. Quand mon chat ne me la renverse pas d'un coup de patte sacrilège, elle m'aide à la méditation. Et Dieu sait qu'il y a de quoi méditer dans notre situation particulière. Je viens de lire, au bureau de la compagnie, une note de service qui dit qu'il y aura messe le soir du 24 à l'église du village, et que les volontaires n'ont qu'à demander l'autorisation de s'y rendre au capitaine. Je suis stupéfait. Je connais bien la mosquée qui surplombe la place du marché, mais j'ignorais qu'il y eût aussi une église. Il faut que je voie ça. Le 24, muni de mon autorisation, j'accours à l'heure fixée. L'église est petite, mais tout y est. La crèche, les cierges, l'harmonium. Se trouve dans l'assemblée un nombre appréciable de mes copains et d'officiers, en grande tenue. Paraît enfin l'aumônier du bataillon, qui a enfilé sur sa tenue militaire l'aube et la chasuble dorée réservée à cette fête. Coup de sonnette, quelques coups d'encensoir devant la crèche, puis « Introibo ad altere Dei ». Une vraie messe, comme chez nous. Pas tout à fait quand même. Quelque chose petit à petit me dérange. Ah, ça y est, je comprends. Grâce au timbre particulier des cantiques. Pas une voix, pas une présence féminine dans cette église, hormis la Vierge de la crèche, tout occupée de son petit. Benedicat vos omnipotens Deus, ite missa est Deo gratias. Voilà. Il est venu jusqu'au fin fond de ce bled nous apporter sa petite graine d'espérance. Les Gus ne s'y trompent pas. Leur sourire à la sortie n'est pas le même que d'habitude. Leur conversation non plus. Moi, je vais me présenter à l'aumônier, histoire d'entamer le dialogue. Eh ben, le dialogue, c'est d'abord une volée de bois vert. Quoi? Séminariste? Et tu mets 2 mois à venir me trouver? 2 mois sans messe, sans rien? C'est une plaisanterie ou quoi? C'est que... Oh, et puis zut, hein, tout d'un coup, j'ai plus envie de discuter et de me justifier. Joyeux Noël, père. Je tourne les talons. Préférons pour cette nuit-là me passer d'une engueulade supplémentaire et retrouver tranquillement mon magasin, mon chat et ma crèche en plastique. Mon poil est froid, de même que mes pieds, mes mains, et une grosse partie de mon cœur. C'est donc ça, Noël en Algérie? Il faut que ce soit autre chose. Allez, zoup! D'abord, ressusciter ce poil. Quelques cartons, 1 ou 2 cajots arrosés d'un demi-verre d'huile, et voilà une affaire qui ronfle. Au bout de 3 minutes, j'ai déjà les idées plus claires. Voyons, que manque-t-il pour que ce soit un vrai Noël? Le froid? Non. La crèche? Non. La messe de minuit? Même pas. Alors? Le réveillon et les cadeaux, bien sûr. À la maison, traditionnellement, c'était une tasse de chocolat brûlant, une brioche et un peu de charcuterie, ou une demi-douzaine d'huîtres. En remplaçant les huîtres par une boîte de sardines et le chocolat par un verre de Ness, je pourrais réveillonner. Mais non, ça ne va pas. Pas de cadeau, personne avec qui partager une parole ou un chocolat. Les copains viennent de quitter le foyer pour aller se coucher. Oh, les pimes! C'est lumineux, il est bientôt minuit, et je vais passer Noël avec les pimes. Ni une ni deux. Je rafle une dizaine d'oranges, la compagnie leur doit bien ça, une grosse boîte de dattes, et surtout, cerise sur le gâteau, une cartouche de troupe d'Algérie, que j'avais mise de côté, en cas de vache maigre. Et en avant, direction le poulailler. En y arrivant, j'ai une seconde d'appréhension. Noël ou pas, la sentinelle est dans son mirador, et je n'ai ni autorisation ni le moindre mot de passe. Tant pis. À la sommation. Qui va là? Je réponds par le mot de passe universel. Fais pas le con, c'est moi. Comme presque toujours, ça marche. Le gars m'a reconnu et abaisse le canon de son arme. Ça va? Pas trop froid là-haut? Ça peut aller, dans 1 heure j'ai fini. Au fait, joyeux Noël quand même. Merci, mais pourquoi t'es venu? Faut que je voie les pimes là, je dois leur dire quelque chose. Il faut, je dois. C'est gonflé, mais c'est vrai. Plus minuit approche, plus cette démarche m'apparaît comme un impératif majeur, qui ne vient pas de moi, pas de l'aumônier non plus. De qui alors? Ou plutôt, de qui? Et me voilà dans le poulailler. Ils sont là, tous les 5, accroupis autour d'un tout petit brasier qu'ils ont le droit, vu le froid, d'entretenir, avec le petit tas de branchages qu'ils ont glané dans la soirée. Bonsoir, Bonsoir, Capral. Ils se sont levés, dans le rougeoiement des braises. Leurs yeux brillent intensément.
Et puis dans leur djellaba blanche, c'est frappant comme ils ressemblent. Non, ils ne ressemblent pas, ils sont les premiers bergers de Judée. Ils sont à eux 5, tous les humbles, tous les pauvres de la terre, eux les pimes, prisonniers, humiliés, frigorifiés. Et il est minuit, c'est l'évidence, il est au milieu d'eux. Pas le petit Jésus de la crèche, mais le vrai, le grand, le vivant. Je sais maintenant qui m'a donné rendez-vous ici. Voilà. Aujourd'hui, c'est Noël. Une grande fête pour nous. La naissance de Aïssa. Alors on pourrait faire la fête un peu ensemble? Oui, Capral, c'est très gentil, nous aussi on respecte Aïssa. Le Coran dit qu'il est un très grand prophète. Et Myriam, sa mère, aussi. On l'aime beaucoup. Le Coran dit qu'elle est modèle pour toutes les femmes. Et moi qui étais venu là en généreux donateur, je commence à comprendre que je suis en fait l'invité d'une fête que je n'ai pas organisée. Leur foi, leur amitié. Jamais je ne recevrai de plus beaux cadeaux qu'en ce Noël 1960. Tout en partageant ce trésor prestigieux, nous n'oublions pas pour autant les victuailles, et les cigarettes qu'on s'offre mutuellement ont une saveur toute particulière. Pendant une demi-heure environ qu'a duré notre réunion, nous avons oublié tout l'accessoire, la guerre, leurs conditions de pime, ma situation et mon uniforme, pour ne plus penser qu'à l'essentiel, la paix, l'amitié et la foi. Chaque année depuis 40 ans, quand je retrouve sur le coin de mon bureau la petite crèche en plastique, mais oui, toujours la même, une grosse bulle de bonheur me remonte jusqu'au cœur, et je revois tout. Le mirador, les barbelés du poulailler, le petit feu et les 5 djellabas. Et eux, mes pimes de Judée, mes bergers d'Algérie, s'ils sont toujours en vie, qu'Allah les protège. Que leur reste-t-il de cette nuit-là? Le lendemain, 25, est pratiquement jour de congé. À part les gardes, permanence à la radio et autres services incontournables, on fait un peu ce qu'on veut. Grasse matinée jusqu'à 8 heures, foyer ouvert toute la journée, menu amélioré dans un réfectoire décoré et chauffé, le luxe. J'en profite pour aller retrouver les copains, discuter un peu, faire un volet, un peu de lessive, un peu de prière, bref, un congé dont je profite pleinement, car je pressens que ce sera le dernier avant longtemps.